Toi aussi t'es confiné et tu te demandes si ça marche? Et si on se codait une petite simulation pour voir? Salut à tous, c'est Vincent. Aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de coder un simulateur de contamination du Covid-19. Ça va être quelque chose d'assez simple. L'idée vient pas de moi, l'idée vient d'un autre youtubeur, Captain Dev. Si vous ne le connaissez pas, que vous êtes indépendant, que vous faites du web, je vous conseille de vous abonner à sa chaîne. Et en fait, il a fait une vidéo dernièrement, donc il y a un jour, sur un simulateur de distance sociale qui est fait en JavaScript. Je vais recoder quelque chose un petit peu comme lui et on va voir les différences. Alors, dans ma version, je vais utiliser Fable, donc on va coder en F#. F#, c'est un langage .NET à la base. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer pas à pas si vous êtes débutant ou que vous n'avez jamais vu de F#. Il n'y a pas de souci, c'est abordable, on va décrire chaque étape de ce qu'il y a à l'écran. Fable, ça s'appuie sur F# et ça permet de transcrire du F# en JavaScript et donc de faire tourner tout ça dans un navigateur ou en Node.js si on veut. Je vais utiliser ce qu'on appelle une REPL. Donc, en gros, dans notre cas, ça va être un environnement de développement intégré dans Chrome, dans votre browser en tout cas. Je vais juste avoir besoin de coder dans la partie de gauche ici, et ça va s'afficher dans la partie droite ici. Donc ce qu'on va commencer par faire, comme l'a fait Emmanuel, c'est de créer un canvas. Voilà. Je vais avoir un petit fichier HTML vraiment basique avec un canvas de 800 par 600. Ça va me faire ce petit carré blanc. Tout le reste, ça va être du F#. Donc la première grosse différence, c'est que lui a codé en JS, moi je vais coder en F#. Deuxième différence, il a utilisé une librairie JavaScript qui s'appelle P5. Moi je vais directement faire du Vanilla.js, si on peut dire, avec Fable, donc il y aura quand même les librairies Fable d'intégrer. Mais globalement, je vais m'appuyer directement sur le canvas, from scratch, à la main. La première chose qu'on va faire, c'est définir un modèle du domaine. Dans notre canvas, il va y avoir quoi? Il va y avoir une population, qui sont des personnes. Donc, on va créer un type personne. Et ce type personne, il aura une santé, une position et une vélocité. La vélocité, c'est globalement la vitesse de déplacement. Contrairement à ce qu'a fait Emmanuel, qui se déplaçait uniquement en diagonale, mes personnes vont pouvoir se déplacer dans n'importe quel sens, à n'importe quelle vitesse. Le type va ressembler à quelque chose comme ça. D'abord, elf. Elf, je vais définir 4 possibilités. Ce type, donc soit il est en bonne santé, soit il a été infecté et je vais associer à cette valeur à quel moment il a été infecté, et ensuite il est soit guéri, soit mort. Maintenant on va passer à la position et la vélocité. Deux choses très simples, c'est des types de base. J'utilise ici des records. Donc en F#, il y a deux types qui sont très utilisés. Vous avez le record qui correspond soit au point, soit au vecteur et qui permettent de créer des types immutables avec l'ensemble des propriétés qu'on y attend, l'ensemble des champs. Pour créer un point ou un vecteur, ici, je suis obligé de spécifier directement la valeur de x et la valeur d'y. Je ne peux pas avoir que la moitié, il faut l'ensemble des valeurs. Sur le type else qu'on a créé ici, c'est un type choice ou un type union. Il va y avoir différents choix et en fait je vais affecter sur ma personne un de ces choix. Ce n'est pas une combinaison, ça va être vraiment une de ces valeurs. Ici, j'ai l'ensemble des champs, ici je vais avoir une seule valeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite rajouter une méthode qui va nous permettre d'initialiser une personne. Et cette personne,
on va lui affecter un point et un vecteur de façon aléatoire. Pour ça, je vais utiliser le random de .NET. Tout au début, je vais créer des variables globales. Ici, je crée un nouveau random que je vais pouvoir utiliser directement dans ma méthode statique qu'il va y avoir sur perso. Donc ici, je rajoute with suivi de la méthode que je veux utiliser. Donc new random, ça me permet de créer une personne avec une position aléatoire. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la taille du canvas et la hauteur du canvas, enfin, la largeur et la hauteur du canvas. Et pour la vélocité, je vais définir une vitesse globale du jeu. On va créer tout de suite ces valeurs. Je vais mettre une vitesse à 50. On verra ce que ça donne. Et pour le canvas, on va aller chercher le canvas qui est dans le document HTML. Pour l'instant, il ne connaît pas de document, il va falloir faire des imports. Et open plutôt en .NET, on va ouvrir les différents namespaces et modules. Et maintenant, j'ai mon binding qui correspond au document HTML. Si on passe ici, c'est dans browser.dom.document. Et on va retrouver toutes les fonctionnalités que vous auriez en JS. Query selector. Petite chose ici, je suis obligé de caster ce qui a été renvoyé ici d'un élément en HTML canvas élément pour récupérer l'ensemble des propriétés du canvas. Et notamment, ce qui va nous intéresser après, avoir le contexte sur un canvas. Ok, donc je peux maintenant créer facilement une personne. J'utilise pas de librairie, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le simulateur comme si c'était un jeu vidéo. Et pour créer un jeu vidéo, ce qu'il nous faut, c'est une boucle. Ce qu'on appelle en général la game loops. Vous avez plusieurs façons de créer cette boucle. Globalement, c'est assez simple. La boucle, la game loop, c'est je récupère les entrées utilisateurs. Ça peut être une manette, un clavier, n'importe quoi. Je mets à jour un état du jeu et je dessine dans une zone. Je fais le rendu. Une fois que ça c'est fait, on loupe et on recommence à l'infini. Donc vous avez plusieurs possibilités pour faire ça. Le plus simple, c'est de faire un while true et de tourner et d'utiliser des méthodes process input, update, render à chaque fois. Vous pouvez faire ça en JavaScript avec un set timeout par exemple et dire dans 15 millisecondes, x millisecondes, on exécute la boucle. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction du navigateur qui s'appelle Windows.requestAnimationFrame qui permet de se câbler vraiment quand le browser veut redessiner ce qui est affiché à l'écran. Voilà à quoi va ressembler notre boucle. Je vais avoir une boucle qui prend un état, donc on va voir ce qu'on met dans notre état du jeu, notre état du simulateur, et un datetime qui est envoyé directement par le request animation frame. Donc il n'y aura pas de process input, il y aura deux fonctions importantes, une fonction d'update et une fonction pour faire le rendu. Je vais avoir ma fonction d'update qui va prendre l'état actuel et le temps demandé, le temps actuel, et qui va créer un nouvel état. Cet état, je vais l'envoyer ensuite à la fonction de rendu. Cette fonction de rendu va dessiner et va automatiquement me renvoyer l'état sur lequel je vais réappliquer la boucle et qui va en F# me créer une nouvelle fonction, une nouvelle boucle. Et cette fonction, je vais l'envoyer à request
animation frame. Le tout, je vais l'ignorer parce que j'ai pas besoin de traiter l'output de cette fonction-là. Alors, qu'est-ce que notre GameState? Notre GameState, c'est une population à un moment donné, et je vais aussi créer une valeur qui va être le FPS qu'on pourra utiliser un petit peu plus tard. Je vais aussi ajouter le FPS qu'on affichera un petit peu plus tard sur la zone de dessin. Ok, mon GameState, ce que je vais faire, c'est que je vais l'initialiser avec des valeurs. On va créer une valeur initiale de ce GameState. Initial state, j'ai une population qui va être un tableau d'un certain nombre de gens, et pour tous ces gens, je vais utiliser la fonction qu'on a créée tout à l'heure qui permet d'initialiser une personne avec une position et une vélocité aléatoire. Je vais initialiser le temps et le FPS à 0 puisqu'ils vont être remis à jour à chaque année. Il nous faut déclarer une variable, une constante number of people. Ici, je vais déterminer une population par exemple de 100 personnes. Voilà, j'ai initialisé mon état. On va commencer par la fonction d'update. Alors, cette fonction d'update, elle prend l'état actuel plus le nouveau timestamp, celui qui a été demandé par request animation frame. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par calculer combien de temps s'est écoulé depuis la dernière frame. Et je vais en profiter aussi pour calculer du coup le FPS. Donc, je récupère le temps en secondes et je calcule le FPS par rapport à ça. Pour récupérer le temps par seconde, on va créer une petite fonction. C'est pas très compliqué. J'ai le temps d'avant, j'ai le temps actuel en millisecondes, j'ai l'ancien temps en millisecondes, je le divise par 1000 et j'ai le temps en secondes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour notre population. Avant ça, on va pas se prendre la tête, on va pas changer l'état et on va renvoyer tout de suite l'état actuel. Notre fonction d'update est maintenant fonctionnelle. On va faire la fonction de rendu que là j'ai mis directement dans un module à part pour regrouper être lié au rendu. Je vais le mettre dans un module renderer. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ça peut permettre de plier les nœuds s'il y en a deux. Notre fonction de rendu qui s'appelle render prend en entrée un état. À partir de cet état, on va dessiner plusieurs choses. Première chose, on va effacer le contenu du canvas. On récupère le contexte, on clear toute la zone, donc toute la taille du canvas. On va mettre une petite couleur de fond et on dessine sur le canvas. Ok. Ensuite, on va dessiner chacune des personnes. Donc pour ça, je vais récupérer toutes les personnes qui sont dans l'état, dans la population, donc un tableau. Et pour chaque élément du tableau, je vais itérer et je vais appeler une fonction renderPerson. Cette fonction renderPerson, je vais utiliser une police et je vais dessiner des smileys à la place des points. Donc j'ai déterminé que pour une fonte de 15 pixels, je vais couper en deux et le centre, le smiley est à peu près rond, donc le centre sera à la moitié, donc à 7.5, ce qu'il faut que je retire de la position. Donc là, si vous avez votre position de texte qui est à 0,0, pour avoir le smiley bien centré, il faut que je retire 7.5 sur X et que j'ajoute 7.5 sur Y. On peut déjà
essayer ça. On n'est pas obligé de faire ça. Mais ici, ça me permet d'enchaîner directement les étapes. Je sauvegarde pour voir comment ça se passe. La compilation a été faite. Tout se passe en ligne dans votre browser. Vous n'avez rien à faire. Je vois rien. J'ai bien mon canvas. Évidemment, ce qu'il faut faire, c'est appeler la première fois, lancer une fois la boucle. Et pour faire ça, j'appelle une première fois à la main la game loop avec l'état initial qu'on a créé un peu plus tôt. Donc, ce que je peux faire, c'est cette valeur initiale, je vais la mettre au plus proche. Voilà. Et là, je sauvegarde, ça relance la compilation et on a nos petits bonhommes qui sont tous affichés. Vous pouvez sûrement les compter, il y en a 100. Dans l'update, il faut maintenant mettre à jour les positions. Donc, ici, au lieu de renvoyer le même état, il faut que je mette à jour cet état. Il faut faire bouger les différentes personnes. On va créer une variable qui va être la nouvelle population. Cette nouvelle population, elle est basée sur la population actuelle, sauf qu'on va la faire bouger. Donc, je vais prendre chaque personne de la population et je vais recréer un tableau en mappant chacun des éléments avec une fonction de déplacement. La fonction de déplacement, moveDuring, va prendre une durée et une personne. On va multiplier cette durée par la vélocité et on va l'ajouter à la position actuelle. Ok, donc là, on vient de faire déplacer nos personnes. Ce qu'il faut, c'est réaffecter cette population à l'état actuel. Pour ça, très simple, on va recréer, au lieu de renvoyer l'état initial, on va se baser sur l'état initial et on va affecter une nouvelle valeur pour le temps qui a été demandé. La population sera la nouvelle population et on en profite pour donner le FPS, qui est le FPS qu'on a calculé juste avant. Si on essaye ça, on voit que nos petits bonhommes se déplacent sans aucun problème. D'ailleurs, on a mis le FPS. Ce qu'on peut faire, c'est l'afficher. On va vérifier que c'est plutôt fluide. Dans notre module renderer, on va ajouter une fonction renderFPS qui va afficher la valeur du FPS. Et donc ici, on va demander pour cet état, affiche-moi le FPS. Et ce qu'on va faire pour pouvoir tout, c'est vraiment pas obligatoire, c'est ici j'ai renvoyé le state, donc j'ai pas besoin ici de le renvoyer. Il va être renvoyé automatiquement. Et si je sauvegarde, hop, voilà, et on voit le FPS qui est affiché en haut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même rendre une de ces personnes malade. On va créer un patient 0. On va le faire de la façon la plus bête et méchante. Je prends la première personne de la population et je change sa santé en infecté à 0. On peut tester, voir un petit peu comment ça va être rendu. Et on voit ici, j'ai un infecté. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est infecter, changer l'état de ceux qui sont juste à côté. Avant de changer l'état des gens qui sont autour de la personne affectée, on va faire rebondir les gens sur les bords pour pas qu'ils disparaissent comme on le voit actuellement. Voilà. Je crée une fonction bounce border qui prend une personne et qui va changer, calculer la nouvelle vélocité en X et en Y. J'ai besoin de déterminer si je suis sur le bord ou pas, et pour ça, je vais écrire une variable dotRadius.
Donc on va imaginer que notre smiley c'est un rond. Et on va se baser par rapport au radius, donc au rayon d'un cercle. On va dire qu'il est à peu près de 10. D'ailleurs, on a vu que j'avais enlevé 7,5 ou ajouté 7,5. Là, je prends un petit peu de marge. Donc, si la position de la personne est supérieure au canvas moins ce radius, ou à l'inverse que je suis de l'autre côté, je change de sens en multipliant par moins 20, sinon je garde la même vélocité, je ne change pas la vélocité. L'idée c'est vraiment de juste changer la direction et pas la vitesse. On va appliquer maintenant cette fonction sur notre nouvelle population, et si je sauvegarde, ça recompile, et on voit que nos bonhommes rebondissent, ils ne sortent pas de l'écran, ils rebondissent sur les bords. Ok, maintenant ce qui nous intéresse dans cette fonction d'update, c'est de changer l'état de la population et notamment de voir ceux qui sont infectés et qui infectent les autres personnes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais boucler sur... Je vais faire des mutations, donc je ne vais pas coder en fonctionnel. Je vais boucler sur mon tableau. Et la boucle va être très simple, c'est sur l'ensemble de la population, en utilisant les index. Je vais comparer une personne 1 à une personne 2. Je vais utiliser un pattern matching sur la santé de la personne 1 et la personne 2. On va regarder si quand la personne 1 est infectée et la personne 2 est en bonne santé, et qu'elle se touchent. Donc, on va créer une fonction pour vérifier que les deux personnes se touchent. C'est assez simple. C'est la distance entre les deux centres du cercle en utilisant la formule de Pythagore, donc au carré et racine carrée. Là, je vais comparer directement le carré. Donc, si les deux cercles s'intersectent, donc se touchent, dans ce cas-là, je réaffecte dans le tableau à la position de la personne 2 une copie de la personne 2 avec un nouvel état infecté. Je peux déjà, on va mettre, comme on est en F#, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il me dit tout de suite que le pattern matching est incomplet. En gros, il y a des cas qui ne sont pas traités et qu'on doit traiter. Je vais mettre le cas par défaut, et le cas par défaut, on l'ignore, il ne fait rien. Si je compile ça et que je lance, on devrait déjà voir des gens qui s'infectent. Il y a déjà 2, 3, voilà. Voilà, les personnes s'infectent. Et globalement, on a changé. Notre population est maintenant infectée. Ok. Maintenant, j'ai encore 2 autres états à gérer. Soit il a guéri, soit il va décéder malheureusement. De la même façon, je vais refaire une boucle derrière. Et sur cette boucle, une fois de plus, on va checker. Là, j'ai pas besoin de comparer 2 personnes, je vais juste comparer, vérifier que au bout d'un moment, soit la personne elle guérit, soit elle meurt. Donc, lorsque la personne sera infectée, donc pattern matching sur infected, et je récupère le T ici qui va être le timestamp à laquelle la personne a été infectée. Ensuite, je vais récupérer le nombre de secondes entre le moment actuel et le moment où elle a été infectée.
Et si ça dépasse un certain temps qu'on va déterminer, qu'on va définir dans une variable, enfin dans une constante, pardon, si ça dépasse ce seuil, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va, de façon aléatoire, soit la guérir, soit la faire décéder. Sur cette valeur aléatoire, on va appliquer un ratio. Moi, j'ai déterminé, par rapport à ce qu'on voit à la télé, qu'il y a plus de gens, il y a 2 fois plus de gens qui guérissent que de gens qui décèdent. Donc, on va appliquer un ratio de 2 tiers. De la même façon, ici, il me dit hey, ton pattern matching il est incomplet. Je vais réécrire cette ligne-là ici. Si on sauvegarde ça et qu'on relance, on voit que les personnes sont infectées. Et si on attend assez longtemps, on devrait avoir des guéris ou des morts. Là, j'ai une personne guérie, 2, 3, ça y est. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter des statistiques parce que compter les petits bonhommes à la main, c'est pas très simple. On va rajouter une fonction pour rendre les stats et on n'oublie pas d'appeler cette fonction. Hop, on peut le mettre soit avant le FPS, soit après, peu importe. Et normalement, ouais, vous avez le nombre de patients. Il y en a un qui est affecté pour l'instant, qui n'a touché personne. Ça y est, j'ai 2 contaminés. 3, 4, ça augmente. Voilà pour cette version. N'hésitez pas à me poser des questions, surtout si vous n'avez pas compris le code F#. Mais je ferai d'autres vidéos pour expliquer comment fonctionne F#. Là, c'était vraiment une vidéo de réponse à Emmanuel de Captain Dev. Avec un petit simulateur plutôt sympa, basé sur des smileys. Donc là, on est à environ 150 lignes de code pour avoir ce petit rendu. En JS, ça donne, ici vous pouvez voir le code compilé en JS. Il y a beaucoup plus, il y a un peu plus de lignes, pas forcément beaucoup plus. Évidemment, hein, si vous déployez ça, vous allez l'unifier, vous allez faire du thread shaking sur votre JS, donc le JS final, bundle, sera plus petit que 239 lignes, et ça sera finalement pas énorme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Et si vous voulez en découvrir plus sur le F#, sur Fable et plein d'autres choses, abonnez-vous à la chaîne. A plus tard.